Bien, bonjour à toutes et tous. Si cela vous convient, nous allons commencer. Merci. Mes chers collègues, nous nous retrouvons donc ce matin pour auditionner M. Romain Lalex, qui est actuellement directeur général délégué du Centre national de la musique. Et puis, nous émettrons un avis sur la proposition de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de le désigner pour siéger au sein du Collège de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM. Je vous rappelle qu'en l'application de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les 6 membres de l'ARCOM, autres que son président, sur la nomination duquel nous nous sommes déjà prononcés le 18 décembre dernier, sont désignés par les présidents des 2 assemblées parlementaires. 3 sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat, et renouvelés par tiers tous les 2 ans. La procédure de désignation soumet le choix du président de chacune des assemblées à un avis conforme à la commission permanente chargée des affaires culturelles, statuant à bulletin secret à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Un certain nombre de critères de compétence doivent être pris en compte pour ces désignations. Les membres de l'ARCOM doivent en effet être choisis en raison de leurs compétences en matière économique, juridique et ou technique et ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur de l'audiovisuel et des communications électroniques. En outre, ces nominations doivent respecter un principe de parité. Concrètement, les présidents des assemblées doivent alterner des nominations d'hommes et de femmes afin de préserver l'équilibre du collège. Après le choix de Mme Bénédicte Lesage début 2023, la présidente Yaël Braun-Pivet souhaite ainsi désigner M. Romain Lalex aux fonctions de membre du collège de l'ARCOM. Monsieur, l'audition d'aujourd'hui va vous permettre de vous présenter et de nous préciser les compétences que vous pourriez apporter à l'ARCOM, ainsi que les domaines qui, en tant que membre du collège, vous tiendraient particulièrement à cœur. En l'application des dispositions de l'article 29-1 du règlement de l'Assemblée nationale, la Commission a désigné M. Emmanuel Grégoire comme rapporteur pour cette désignation. Je vais donc lui donner la parole pour qu'il vous présente M. Lalex et vous poser ses premières questions. Monsieur Lalex, donc j'aimerais vous interroger sur 3 points. L'ARCOM a salué la création récente de l'Alliance de la radio et publié un livre blanc sur l'avenir de la radio, qui met en lumière les défis du secteur, notamment face à l'évolution des usages. Les acteurs réclament par exemple, depuis un certain temps, une évolution de la réglementation sur les quotas musicaux. Le déploiement du DAB+, représente également un enjeu clé pour l'avenir de la radio. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les défis auxquels font face les secteurs de radio? Deuxième question, le législateur a confié à l'ARCOM le soin de veiller à ce que les mineurs ne soient pas exposés au contenu pornographique en ligne. Chaque mois, ce sont plus de 2 millions de mineurs qui fréquentent ces sites pornographiques qui ne respectent pas la loi. En octobre, l'ARCOM a publié un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables au système de vérification de l'âge mis en place par les sites pornographiques qui doivent respecter des critères de fiabilité et de respect de la vie privée. Les sites pornographiques doivent, depuis le mois de janvier, respecter l'ensemble de ces exigences. Selon vous, comment le régulateur pourrait-il faire pleinement respecter la loi? Enfin, l'ARCOM a présenté en décembre 2024 un bilan rendant compte des actions entreprises par les médias audiovisuels en matière d'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, et en mettant en lumière des initiatives innovantes à l'échelle nationale ou européenne. Selon vous, l'ARCOM doit-elle poursuivre et intensifier ce type d'action? Bien, j'en ai fini moi avec mes 3 questions. Je vais donc donner la parole à M. Grégoire qui va vous présenter. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, très cher collègue, Monsieur Lalex. Comme vous le savez, l'article 4 de la loi du 30 septembre 86 relative à la liberté de communication définit les modalités de désignation des 9 membres de l'ARCOM pour des mandats de 6 ans. Le 14 janvier dernier, la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, a fait part de son souhait de vous nommer, Monsieur Lalex, dans ce cadre. La procédure de votre désignation soumet le choix de la présidente de notre Assemblée à un avis conforme des membres de la commission permanente chargée des affaires culturelles et les commissaires statueront à bulletin secret à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Aussi, cette audition est fondamentale à plusieurs titres. C'est d'abord l'occasion pour vous de nous éclairer sur votre parcours et de justifier ainsi la proposition de la présidente de notre Assemblée, sur lequel je poserai évidemment un avis favorable, mais c'est également un temps qui nous permettra de prendre connaissance des projets que vous porterez au sein de l'ARCOM. Votre parcours présente bien les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi de septembre 86 que je citais, justifiant de vos compétences en matière économique, juridique et technique. Ancien élève de l'EM Lyon, chevalier des arts et des lettres depuis 2023, vous disposez de compétences solides en matière de gestion et de soutien des industries culturelles, avec un parcours riche de nombreuses expériences. Vous occupez les fonctions de directeur général délégué du Centre national de la musique, comme l'indiquait la présidente, depuis janvier 2020. Vous étiez tout d'abord vice-président du comité de préfiguration du CNM depuis juin 2019, jouant un rôle clé dans le pilotage de cet organisme chargé de soutenir la diversité de la liberté et de la création musicale. Vos expériences et responsabilités institutionnelles sont nombreuses et vous donnent une expertise très importante dans les domaines de l'audiovisuel et du cinéma. D'abord, comme chef de bureau de l'audiovisuel public à la DGMIC de 2011 à 2016. Vous avez été conseiller chargé de l'audiovisuel et du cinéma au cabinet de la ministre Audrey Azoulay. Et vous avez eu l'habitude, à de nombreuses occasions, de travailler sur des dossiers stratégiques relatifs à ces secteurs. La qualité et la pertinence de votre parcours légitime votre candidature et la proposition de l'Assemblée nationale. Et l'objet de cette audition est bien davantage celui de connaître les orientations que vous comptez donner à vos futurs travaux. L'ARCOM possède des compétences multiples qui sont très loin de se limiter à la seule capacité à sanctionner les chaînes de télévision ou à l'attribution des fréquences hertziennes pour les éditeurs. Il revient, par exemple, à cette autorité de nommer les présidents des 3 sociétés nationales de programme, d'encourager l'offre légale et la surveillance de l'utilisation licite et illicite des œuvres protégées sur les réseaux numériques, de protéger les droits d'auteur, les droits voisins contre les atteintes en ligne, ou encore de réguler les mesures techniques de protection et d'identification des œuvres. Ce champ de compétences est d'ailleurs régulièrement étendu. Sa dernière extension résulte de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, loi qui a confié à l'ARCOM le pouvoir de sanctionner et de bloquer administrativement les sites pornographiques ne respectant pas leur obligation légale d'empêcher l'accès des mineurs à leur contenu. Ces évolutions témoignent par ailleurs de l'importance de cette autorité et du rôle qu'elle aura à jouer à l'heure de notre modernité et dans ce grand chambardement des technologies et des acteurs. Nous avons toutes et tous en tête la proposition de loi transpartisane déposée en novembre dernier par notre collègue Stéphane Delautrette visant à compléter les missions de l'ARCOM pour lui confier la protection de l'environnement dans le domaine de la communication audiovisuelle et numérique. Le champ d'action de l'ARCOM est vaste et cette action nécessaire, pour ne pas dire indispensable dans le contexte actuel. Il vous incombera, Monsieur Lalex, ainsi qu'à vos collègues, d'en saisir toutes les dimensions pour répondre aux nombreux combats qui vous attendent. En 2025, l'ARCOM devra ainsi relever plusieurs défis majeurs qui réclameront toute votre attention et votre vigilance. Parmi ceux-ci, l'ARCOM sera appelé à superviser la désignation du prochain président de France Télévisions, un enjeu crucial pour le paysage médiatique national. Cette désignation sera toutefois indissociable de l'avancement du projet de la création de la holding France Média, initiative gouvernementale dont nous aimerions savoir plus, visant à regrouper les sociétés nationales de programme au sein d'une structure unifiée. Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre affirmait, je cite, « La réforme de l'audiovisuel public, bien commun des Français, devra être conduite à son terme ». Sans avoir davantage de détails à ce stade, nous sommes nombreux à nous interroger, voire nous inquiéter de cette annonce encore vague, et sans doute pas essentielle, je le crois, pour l'avenir du service public de l'audiovisuel, surtout au regard des nouvelles coupes budgétaires annoncées. C'est un sujet sur lequel vous serez largement mobilisés, je n'en doute pas.
La modernisation de la régulation audiovisuelle et numérique devra nécessairement s'accompagner d'une réflexion profonde sur la préservation de l'audiovisuel public, pilier essentiel de notre démocratie, et sur son indépendance face à des propositions régulières de privatisation portées notamment par certaines forces politiques. Par ailleurs, l'autorité devra veiller à la mise en œuvre du nouveau cadre relatif au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services de télévision et de radio. Le 13 février 2024, le Conseil d'État jugeait que pour apprécier le respect par une chaîne de télévision du pluralisme de l'information, l'Arcom devra, je cite, « prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques. » Sur cette base, l'Arcom publiait le 17 juillet 2024 une nouvelle délibération dont elle suivra, je le crois, la mise en œuvre. Le Conseil d'État jugeait dans le même temps que l'Arcom devra s'assurer de l'indépendance de l'information en tenant compte de l'ensemble des conditions de fonctionnement et des caractéristiques des programmations. Vous devrez donc veiller au respect de ces critères et à ce que tous les diffuseurs soient tenus au respect de l'obligation de pluralisme de l'information. L'Arcom devra également poursuivre son engagement dans la lutte contre le piratage des retransmissions sportives, malgré les progrès déjà réalisés, avec près de 2000 services pirates bloqués en 2024. Le manque à gagner lié à la consommation illicite de contenus audiovisuels et de retransmission d'événements sportifs en 2023 est estimé à 1,5 milliard d'euros. Ce fléau nécessitera des actions renforcées de votre part pour préserver les droits des diffuseurs. Les pouvoirs publics vont enfin devoir se saisir de la question des asymétries des régulations qui pénalisent nos médias publics et privés. L'Arcom occupe une place centrale dans la régulation des groupes français, mais également de ces nouveaux acteurs que sont les GAFAM et nouveaux Natu. Si des plateformes comme Netflix, Disney, Amazon ont été intégrées dans notre système de financement de la création, les GAFAM restent difficilement saisissables alors même qu'ils captent une très grande partie des ressources publicitaires du marché. Les enjeux de financement de nos médias sont, comme l'ont rappelé les conclusions des États généraux de l'information, des éléments essentiels du pluralisme et relèvent bien des compétences de l'Arcom. En parallèle, l'évolution des usages, notamment avec la très forte croissance de la consommation des programmes et vidéos en streaming, interroge une grande partie de notre régulation. Les plus jeunes sont massivement sur des tablettes dont les contenus et publicités ne sont pas régulés et les adolescents et jeunes adultes sur les réseaux sociaux et YouTube qui échappent également à notre régulation nationale. Nous devrons collectivement réfléchir à ces enjeux de financement, notamment liés à la publicité, et à ces règles qui, pour nombre d'entre elles, datent du siècle dernier, pour les moderniser sans diminuer nos exigences et ambitions. Monsieur Lalex, mes chers collègues, vous l'avez compris, ces missions essentielles de l'Arcom s'inscrivent dans un contexte où les enjeux sont légion. C'est pourquoi je tiens à vous rappeler une nouvelle fois l'importance de la présente audition, du vote qui s'en suivra. Vous le savez, c'est très important de l'avoir en tête, si le collège de l'Arcom n'est pas complet, il ne peut pas siéger. En d'autres termes, si la nomination de M. Lalex n'est pas confirmée à ce jour, l'Arcom ne pourra agir pendant un long moment. Et il nous faudrait attendre une nouvelle nomination, de nouvelles délibérations, une nouvelle audition et un nouveau vote. Je pense que les qualités professionnelles de M. Lalex et la cohérence de son parcours ne sont pas à démontrer et je sais que chacun ici saura prendre la mesure de cette situation. Monsieur Lalex, pour conclure mon intervention, je souhaiterais vous entendre sur quelques points fondamentaux. D'abord, la France possède un paysage médiatique local extrêmement varié. Des acteurs de l'audiovisuel local privé, financés par la publicité locale et nationale ou par le fonds de soutien à l'expression radiophonique pour les radios associatives, permettent à l'ensemble des Français d'accéder à une offre d'information fiable, diversifiée et de proximité dans nos territoires. Comment entendez-vous collaborer avec l'ensemble de ces acteurs de l'audiovisuel local ? Par ailleurs, comment envisagez-vous le rôle de l'Arcom dans la lutte contre les atteintes au pluralisme, dans un contexte où l'accès à une information de qualité est un enjeu crucial ? Concernant la question des asymétries de régulation qui pénalisent nos médias privés et publics, partagez-vous les constats que j'établissais sur les GAFAM et comment pensez-vous que l'Arcom pourra accompagner ces évolutions pour moderniser notre système de financement de la création ? Et enfin, quelle vision portez-vous de l'indépendance de l'Arcom, en particulier face aux pressions économiques et politiques croissantes ? Pouvez-vous nous garantir que vous demeurerez à l'abri des pressions, des menaces, faisant de l'indépendance de l'Arcom le totem inébranlable de vos fonctions futures ? Nous sommes impatients, Monsieur Lalex, d'échanger avec vous sur ces sujets pour mieux apprécier la vision et l'élan que vous porterez
à l'ARCOM. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, Monsieur Lalex, je vous propose maintenant de prendre la parole pour une intervention liminaire d'une quinzaine de minutes. Vous serez ensuite interrogé par les membres de la commission et après, nous procéderons au vote de cette désignation à l'issue de cette audition. Vous avez la parole, Monsieur Lalex. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, le législateur a confié à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un rôle essentiel à notre vie démocratique. Garantir la liberté de communication et l'expression pluraliste des courants de pensée, protéger les publics et défendre la création. Je suis donc très honoré de soumettre ma candidature à votre commission et je remercie Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, de m'avoir accordé sa confiance. Avant d'évoquer les enjeux de l'ARCOM, je souhaitais revenir en quelques mots sur mon expérience professionnelle. Comme vous l'avez indiqué, monsieur le rapporteur, j'ai construit l'essentiel de mon parcours dans le domaine des industries culturelles, de l'audiovisuel à la musique, en passant par le cinéma et le numérique. D'abord par passion pour les programmes, les musiques, les films, les séries qui m'accompagnent depuis toujours. Et puis par engagement au service de ces activités culturelles qui jouent un rôle essentiel dans la vie de nos concitoyens. Essentiel sur le plan individuel, comme moyen d'émancipation et d'accomplissement personnel, essentiel sur le plan collectif, comme vecteur de lien social et espace de débat public, et puis enfin, essentiel sur le plan économique, comme catalyseur d'innovation, d'emploi et d'attractivité pour nos territoires, mais également de rayonnement international pour notre pays. Vous le savez, mesdames et messieurs les députés, nos industries culturelles se déploient dans une économie mondiale de l'attention où la concurrence est féroce et pas toujours loyale. Il ne peut donc y avoir de liberté et de diversité de la création sans des secteurs culturels forts, organisés et régulés. Tout au long de mon parcours, aux côtés des professionnels, du secteur public comme du secteur privé, je me suis engagé au service de notre modèle d'exception culturelle avec deux convictions. Tout d'abord, que ces métiers des industries culturelles évoluaient sans cesse dans un monde ouvert et qu'il fallait donc placer les enjeux d'innovation et de transformation au cœur de nos préoccupations. D'autre part, que pour être efficace, la politique publique devait être imaginée avec les professionnels, dans le dialogue et la concertation. J'ai été confronté aux enjeux de l'innovation et des transformations digitales dès ma première expérience professionnelle au sein du groupe NBC Universal. Le développement exponentiel des offres numériques suscitait déjà d'intenses réflexions sur l'articulation entre services linéaires et non linéaires. Puis, j'ai rejoint la direction générale des médias et des industries culturelles, où j'ai fait l'expérience pendant 5 ans d'une série de transformations majeures des organismes de l'audiovisuel public. La création de l'entreprise unique France Télévisions, le renouvellement profond des lignes éditoriales d'Arte France et des antennes de Radio France, la consolidation de l'audiovisuel extérieur autour de France Média Monde, et le déploiement par toutes ces entreprises d'une stratégie numérique conquérante ont eu un effet structurant sur l'évolution du service public. Au cabinet de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, j'ai élargi ma perception des enjeux de régulation à l'ensemble des champs de l'audiovisuel et du cinéma. J'ai ainsi participé à plusieurs réformes visant à préparer les évolutions de ces secteurs, comme la révision des décrets encadrant les obligations des chaînes de télévision privées en matière d'investissement dans la production, ou la création de la chaîne France Info, la chaîne de service public d'information continue. J'ai contribué à l'élaboration de la loi du 14 novembre 2016 portée par le député Patrick Bloch et visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, thème cher à cette commission. J'ai également participé activement aux travaux préparant la révision de la directive SMA, avec l'objectif d'intégrer les acteurs du numérique à l'écosystème de financement et d'exposition des œuvres. Enfin, j'ai contribué au lancement des réflexions sur l'évolution du CSA, qui allait devenir l'ARCOM. Au terme de ma mission au cabinet de Madame la Ministre, j'ai souhaité rejoindre le secteur de la musique, car il connaissait depuis quelques années une véritable révolution digitale avec l'émergence et la montée en puissance du modèle du streaming.
au Bureau Export, opérateur de soutien et de développement international des professionnels de la musique, j'ai pris la mesure des transformations en cours et des potentialités du numérique en matière de rayonnement de la création française. Ces nouveaux enjeux ont conduit les pouvoirs publics et les professionnels à reprendre la réflexion autour de la création d'un centre national, capable d'appréhender l'ensemble de l'écosystème musical et de l'accompagner dans toutes ses composantes. J'ai ainsi été appelé à participer à la préfiguration de l'établissement, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, dont les missions et la gouvernance ont été définies par la loi du 30 octobre 2019. Ces travaux m'ont permis d'acquérir une solide expérience de la concertation, qui s'est révélée très utile dès ma prise de fonction de directeur général délégué du CNM en janvier 2020. En effet, les premières années d'existence de l'établissement ont été marquées par la crise sanitaire. Face à l'urgence de ces situations inédites, il a fallu trouver, avec les professionnels et le soutien du ministère de la Culture, les solutions permettant d'éviter la vague de faillites qui menaçait les entreprises du secteur. Surtout, en dépit de ces circonstances extraordinaires, l'établissement est parvenu à bâtir avec les professionnels une stratégie de filière permettant notamment d'étendre au champ du numérique l'intervention publique en faveur de la musique. Au terme de plusieurs mois de discussion, nous avons ainsi réussi à convaincre les plateformes de streaming de participer à notre activité d'observation. Au-delà, le CNM a pris une part active auprès du ministère de la Culture et avec le soutien décisif du Parlement à la création de la taxe dite streaming. Cette réforme aura permis de pérenniser le financement de l'établissement et d'appliquer à la musique enregistrée le modèle de solidarité ayant fait ses preuves dans le domaine du cinéma et du spectacle vivant. Sur cette nouvelle base, l'établissement a opéré en 2024 une refonte de ses aides pour mieux soutenir la diversité des modèles économiques et des propositions artistiques et accélérer les transformations du secteur dans les champs de la transition écologique, de l'égal accès des femmes et des hommes aux métiers de la musique et du développement international. Je ne peux évoquer ces 5 années très intenses sans saluer le travail considérable accompli par les équipes du CNM sous l'impulsion du président Jean-Philippe Thiellet. Fort de ce parcours de 15 ans dans le soutien de la régulation des industries culturelles, je souhaite désormais mettre mon expertise au service de l'Arcom. Le président, Roch-Olivier Mestre, le collège et les équipes de l'autorité ont transformé l'institution et l'ont installée dans un champ de compétences élargi. S'ouvre à présent une nouvelle période dont je mesure les enjeux et la complexité. En effet, le socle de notre système de régulation audiovisuelle, constitué par les médias hertziens et les chaînes du câble et du satellite, qui représentent l'essentiel de l'offre de programmes et des investissements dans la création, est appelé à connaître des évolutions majeures. Les récentes décisions de l'Arcom en matière d'attribution des fréquences TNT et de numérotation logique dessinent un nouveau paysage audiovisuel. Il conviendra d'en accompagner au mieux le développement en veillant, et c'est un point essentiel à mes yeux, à la pérennité de son modèle économique et à l'équilibre avec les opérateurs du numérique. Dans cette équation complexe, qui ne doit pas être un jeu à somme nulle, la situation de la radio, vous y faisiez référence, Madame la Présidente, média de la proximité, de l'interaction et de la confiance, appellera une attention particulière. Aux côtés des opérateurs privés de télé et de radio, l'audiovisuel public, qui représente aujourd'hui 30% de l'audience, doit continuer d'évoluer et d'affirmer sa spécificité. L'Arcom sera attentive aux suites de la loi pérennisant le financement des organismes de l'audiovisuel public, à l'heure de nécessaires transformations qui devront s'inscrire dans le respect de l'identité des antennes et des métiers. Dans cette perspective, ma bonne connaissance de ces organismes pourrait être utile au collège. De même, l'extension des compétences de l'Arcom au champ du numérique constituera un enjeu prioritaire des 6 prochaines années. L'autorité joue déjà un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la transposition nationale de la directive SMA au service de la défense de la diversité, de la création et du développement de la production nationale. Cette intégration des plateformes de streaming à notre modèle de soutien à l'exposition des œuvres a constitué une avancée majeure. Avec le CNC,
la DGMIC, les services du ministère, l'ARCOM ensuite attentivement l'évolution et participera aux réflexions sur l'avenir de la réglementation à l'échelle nationale et communautaire. Surtout, les plateformes de partage de contenu et les réseaux sociaux constituent aujourd'hui des vecteurs massifs d'information des publics et de diffusion des œuvres. Cette situation soulève des questions majeures en matière de protection des mineurs, de lutte contre la désinformation et la haine en ligne, mais aussi de défense des droits des créateurs. Ces enjeux prennent naturellement une dimension nouvelle avec les possibilités offertes par le développement de l'intelligence artificielle générative. Le règlement européen sur les services numériques, dit DSA, applicable depuis le 17 février 2024 à tous les acteurs concernés, offre un premier cadre de régulation harmonisée à l'échelle de l'Union européenne. Il fixe des obligations claires aux opérateurs et prévoit, le cas échéant, des sanctions significatives allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial des entreprises concernées. Les enquêtes formelles ouvertes par la Commission depuis décembre 2023 ont concrétisé sa volonté de se saisir pleinement de ces nouvelles prérogatives. Pour autant, les prises de position récentes des grands opérateurs des réseaux sociaux constituent un test majeur pour ce nouveau cadre réglementaire. En tout état de cause, grâce à la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite loi SREN, que vous avez votée, l'ARCOM assure désormais pour la France et à l'échelle européenne la coordination de la régulation des plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus illicites et préjudiciables. Ces enjeux sont très importants, particulièrement pendant les périodes électorales. Les précédents étrangers, notamment très récemment en Roumanie, doivent nous inciter à la plus grande vigilance. Outre les plateformes et les réseaux sociaux, les éditeurs de services de télévision et de radio jouent bien entendu un rôle central dans la bonne tenue du débat public. À ce sujet, la décision du Conseil d'État du 13 février 2024 a conduit l'ARCOM à fixer un nouveau cadre général permettant d'appréhender la question du pluralisme au-delà du seul champ des personnalités politiques. Il conviendra donc, dans les prochains mois, d'en assurer la mise en œuvre dans le dialogue avec les éditeurs. Outre l'expression pluraliste des courants de pensée, l'ARCOM veille à la cohésion sociale et à une juste représentation de la société française dans les médias audiovisuels. Son rapport 2013-2023 sur la diversité fait état d'avancées notables et d'une attention grandissante des éditeurs à ce sujet. Il pointe néanmoins la nécessité de progresser en matière de résultats concrets et chiffrés. Dans un moment où certains de nos concitoyens font état d'une forme de défiance vis-à-vis des médias, la mobilisation doit être générale sur cette question pour que les publics se retrouvent mieux dans notre paysage audiovisuel. Enfin, l'engagement des éditeurs en faveur de l'éducation aux médias ne doit pas se relâcher. Dans un environnement de plus en plus complexe, la compréhension des mécaniques de production et de diffusion de l'information devient un élément indispensable à l'exercice de la citoyenneté. Mesdames et messieurs les députés, les secteurs du numérique et de l'audiovisuel jouent un rôle fondamental dans notre société. Ils contribuent à façonner les imaginaires, à informer nos concitoyens, à les divertir et à les réunir autour d'événements majeurs. Ils constituent des champs d'expression, de dialogue et de débat indispensables à notre vie démocratique. Jamais, comme dans la période complexe que nous traversons, la régulation de ces activités culturelles et économiques n'aura constitué un enjeu aussi fort pour notre pays. Je mesure pleinement la responsabilité qui incombe aux régulateurs. Si vous m'accordiez votre confiance, je serais donc très honoré de mettre au service du collège mon indépendance, mon expertise, mon sens du collectif et mon goût de la concertation. Toutes choses acquises au long d'un parcours professionnel, guidé par la passion et l'engagement en faveur de l'intérêt général. Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur Lalex, nous vous remercions. Nous allons donc passer maintenant aux questions des orateurs de groupe, en commençant par le Rassemblement national et par Monsieur Philippe Ballard, pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur Lalex. De nombreux enjeux vitaux pour nos acteurs de l'audiovisuel sont sur la table, on en a parlé. Votre action, si vous êtes amené à entrer au sein de l'ARCOM, doit impérativement être axée vers la préservation de notre souveraineté audiovisuelle. Alors question, que comptez-vous faire de concret? Comment la défendre?
et de quelle façon, selon vous? Car il est indispensable de se projeter à moyen long terme et de repenser la visibilité de nos acteurs privés et publics sur les téléviseurs des Français. Comment, d'après vous, à l'avenir, garantir la souveraineté audiovisuelle quand des constructeurs de télévision reçoivent des milliards de la part des plateformes pour les référencer en priorité lorsque l'on allume nos téléviseurs? Plateformes qui font à peu près ce qu'elles veulent, sans quasiment aucune contrainte d'ailleurs. Alors concernant les radios, nos acteurs français, on en a parlé tout à l'heure, se sont réunis ce week-end pour créer l'Alliance de la radio avec comme sujet de préoccupation principale, là aussi, la concurrence des géants du numérique. Sujet sur lequel les alertes se multiplient depuis maintenant plusieurs années, sur lequel le vice-président de cette alliance comprendre que nous ne pouvons plus subir l'asymétrie réglementaire des GAFA. Et que comptez-vous faire pour protéger nos acteurs radiophoniques face à ces asymétries qui proviennent aussi parfois des avantages accordés à l'audiovisuel public, préemption des fréquences, déplacements publicitaires, alors qu'ils bénéficient déjà d'argent public? Car, autre chantier préoccupant, celui de l'audiovisuel public, j'interpellais le mois dernier M. Hajdari sur le rôle de l'Arcom afin d'assurer une certaine neutralité des propos tenus sur ces antennes. Que comptez-vous faire pour contrôler de manière plus efficace les nombreux dérapages sur les antennes du service public? Enfin, un débat émerge sur l'interdiction de certains réseaux sociaux. Comment comptez-vous garantir la liberté d'expression tout en nous protégeant des appels au meurtre et autres promotions de discours radicaux? N'y a-t-il pas un risque, selon vous, que des opinions finissent en délit d'opinion? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe Ensemble pour la République avec Céline Calvez. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lalex, notre commission se réunit aujourd'hui pour se prononcer sur votre nomination au sein du collège de l'Arcom, nomination proposée par la présidente de notre assemblée, Yaël Braun-Pivet. Romain Lalex, par votre parcours institutionnel, notamment au ministère de la Culture, vous connaissez bien les cadres, enjeux et acteurs des médias audiovisuels, qu'ils soient publics ou privés. Nous vous connaissons aujourd'hui comme directeur général adjoint du Centre national de la musique et je tiens alors à souligner que ces dernières années, votre action s'est déroulée dans un secteur qui a été percuté violemment par la nouvelle donne numérique. La musique est la première industrie culturelle à avoir été disruptée par le numérique. Des opportunités, des risques, des technologies, des régulations, avec l'émergence d'acteurs qui dépassent largement notre cadre national. Vous avez su conjuguer innovation et régulation nationale comme européenne pour défendre les intérêts des créateurs et des industries culturelles. Je pense notamment à la mise en place de la taxe streaming, amenant les plateformes à prendre leur part au financement du CNM. Votre connaissance des ressorts économiques, technologiques et sociaux de cet écosystème numérique vous permettra, j'en suis persuadée, d'appréhender les évolutions des usages ainsi que la coexistence des acteurs traditionnels et émergents de la communication audiovisuelle et numérique que régule l'Arcom. Aujourd'hui, alors que le retour du président Trump sonne l'arrivée d'un nouveau tournant pour la désinformation en ligne et la profonde remise en cause de la souveraineté française par des acteurs étrangers, l'Arcom dispose d'un rôle fondamental pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Ces compétences, régulièrement renforcées, sont cruciales pour réguler les médias et grandes plateformes, notamment dans le but de garantir le droit à l'information et la cohésion sociale en France. À cet égard, les conclusions issues des travaux des États généraux de l'information ouvrent la voie à des évolutions, notamment en termes de pluralisme, d'impartialité et de concentration des médias. Quelle est votre vision sur ces conclusions ? Sur le pluralisme toujours, et dans la foulée de la décision du Conseil d'État du 13 février 2024, quelle dimension accordez-vous à cette décision? Et comment concrètement mettre en œuvre la délibération sur le temps de parole à l'antenne adoptée par l'Arcom en juillet dernier? Dès lors, suite à votre audition et considérant votre parcours et votre expertise, le groupe Ensemble pour la République votera en faveur de votre candidature à l'Arcom. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe LFI-NFP avec Aymeric Caron. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Lalex. L'Arcom n'est pas une institution indépendante. Déclaration en 2023 de l'une de ses anciennes membres, la journaliste Memona Interman au micro de France Info. Témoignage sincère, en réalité peu surprenant, qui peut croire un seul instant qu'un organisme dont les membres du collège sont choisis pour la quasi-totalité par le président de la République, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée peut être indépendant du pouvoir. Ce manque d'indépendance explique que l'Arcom a maintenu sa fréquence sur la TNT gratuite, la chaîne d'opinion d'extrême droite CNews, chaîne qui n'aime ni les musulmans ni la vérité factuelle. Ce qui explique aussi que l'Arcom vient d'offrir un canal à une chaîne dirigée par des proches du pouvoir, à savoir l'équipe des Amis du Printemps républicain, lesquels n'aiment pas non plus les musulmans, en particulier les Palestiniens, qu'ils accusent de faire semblant d'être génocidés, ni la vérité factuelle qu'ils bafouent à longueur de tweets ou d'articles. En réalité, si l'Arcom faisait bien son travail, en sanctionnant les propagateurs de fake news et de propos diffamatoires,
en assurant la diversité des points de vue, y compris pour les idées de la gauche antilibérale, la télévision et la radio française, que je n'ai jamais connue dans un état aussi déplorable, aurait aujourd'hui une autre allure et la démocratie s'en porterait mieux. De ce fait, vous aurez compris, la validation qui nous est demandée ce matin, à savoir celle d'un nouveau membre du collège de l'Arcom choisi 7 fois par la présidente macroniste de l'Assemblée, ne soulève pas chez nous un enthousiasme irrépressible. D'autant que l'Arcom n'a pas besoin de nouveaux hauts fonctionnaires ou de diplômés d'école de commerce, mais plutôt de personnalités dont le parcours témoigne d'une connaissance critique du fonctionnement des médias. Toutefois, pour décider de notre vote, nous aimerions que vous répondiez avec précision à quelques questions sans vous dérober. Qu'est-ce que vous pensez du maintien de ces news sur la TNT gratuite ? Est-ce que vous pensez que le traitement du génocide en cours à Gaza depuis 15 mois par les télé et radios françaises a été satisfaisant et équilibré ? Est-ce que vous pensez que l'éviction de Guillaume Meurice de France Inter pour une blague sur un criminel de guerre était justifiée ? Citez-nous un exemple de journaliste modèle à vos yeux. Citez-nous un exemple d'émission radio ou télé que vous appréciez particulièrement. Et enfin, Je vous remercie. Merci de nous citer un épisode médiatique qui vous aurait récemment choqué. Merci, monsieur Caron. Nous passons au groupe socialiste et apparenté avec Aïda Hadizadeh. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Lalex, l'Arcom s'est décidé récemment, et à notre sens un peu trop tardivement, S'il vous plaît, un peu de à silence. faire merci. respecter non seulement la loi, mais aussi à imposer son autorité de gendarme. Après avoir infligé des amendes de 7,6 millions d'euros, je crois, à C8, c'est en effet un peu une formalité pour un milliardaire tel que Vincent Bolloré. L'Arcom s'est enfin décidé à retirer la fréquence à cette chaîne. Et en faisant ça, elle a envoyé un message clair non seulement aux acteurs de l'audiovisuel, mais également à tous les Français et aussi à nos enfants. Non, il n'est pas possible de dire et de faire n'importe quoi à la télévision. Et non, les acteurs de la télévision ne sont pas au-dessus des lois et la loi s'applique à tous. Alors oui, désormais, il faut aller plus loin. L'Arcom doit enfin se positionner comme le véritable gendarme et infliger des sanctions de ce type-là à d'autres chaînes de ce groupe dirigé par un milliardaire qui, il n'y a pas un jour où sur cette chaîne-là ne soit diffusé des propos haineux, mensongers, complotistes et négationnistes. Parce qu'à l'occasion de la mort de Jean-Marie Le Pen, il y a eu un florilège, si je puis dire. Moi, je voudrais vous interroger là-dessus. Est-ce que vous allez vous décider à augmenter votre puissance de gendarme, à sanctionner davantage et sanctionner dans cette voie-là ? Et est-ce que vous allez contraindre la Commission européenne à faire respecter aussi la loi française ? Il y a une loi qui a été votée ici en juin 2023. C'est une loi qui impose la majorité numérique sur les réseaux sociaux. Cette loi, à l'heure actuelle, n'est pas respectée parce qu'elle s'oppose à un règlement de la Commission européenne. Nous avons besoin de toute la puissance de l'Arcom pour que les lois françaises soient enfin respectées, parce que c'est des lois qui viennent protéger nos enfants. Nous sommes aussi la Commission de l'éducation et nous avons ce devoir-là qui doit nous occuper matin, midi et soir. Serez-vous à nos côtés dans cette bataille-là ? Je vous remercie. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'arrêter le bruit de fond qui est très désagréable. J'aimerais quand même qu'on puisse travailler dans un silence relatif, ce serait vraiment parfait. Pour le groupe La Droite Républicaine, Fabrice Brun. Oui, merci Madame la Présidente. Virginie Duby-Muller devrait arriver, mais je vais la remplacer au pied levé. Et puis elle pourra s'exprimer, j'imagine, par la suite. Simplement, l'Arcom, qui est le gendarme de l'audiovisuel, c'est une agence indépendante financée par l'État, de mémoire à 50 millions d'euros de budget. C'est pas une paille. Une volonté, il n'échappe à personne, qu'il y a une volonté de faire le ménage dans les 1200 agences que compte le pays, pour 80 milliards d'euros de dépenses publiques. Cette dépense qui a augmenté, qui a doublé en 10 ans. Donc l'objectif, c'est de mieux contrôler, mieux évaluer. C'est bien le rôle du Parlement. Et donc concrètement, Monsieur Lalex, quelles sont les pistes d'économie sur le budget de l'Arcom que vous identifiez dans la situation budgétaire contrainte que nous connaissons ? Et puis, je voudrais illustrer nos débats d'un exemple concret, parce que c'est bien connu, le terrain, il n'y a que ça de vrai, et prendre l'exemple d'une web radio à Joyeuse, en Ardèche. Je pense que c'est important aussi ce matin de faire résonner la voix de la ruralité. Cette radio n'est pas éligible au fonds de soutien à l'expression radiophonique locale. Elle n'obtient pas de fréquence de l'Arcom, pas de fréquence FM, l'Arcom privilégiant le DAB+.
et ce DAB+, n'est pas déployé dans des départements ruraux comme l'Ardèche. Donc c'est un frein au développement des radios locales dans nos territoires. Et ma question concerne donc l'attribution des fréquences FM en zone rurale. Et je suis bien évidemment à votre entière disposition à l'issue de la réunion pour vous présenter plus en détail ce projet de radio Allô la planète. Merci. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste et social, Sophie Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lalex, votre parcours est très intéressant, absolument irréprochable en tant que fonctionnaire, enfin en tout cas dans vos missions précédentes. Cela dit, nous nous interrogeons au groupe écologiste sur la composition du collège en termes de compétences qui s'y réunissent, et notamment du fait que le seul journaliste est sur le départ dans le collège, alors que la déontologie journalistique, le respect de l'honnêteté journalistique sont au cœur des enjeux. Vous l'avez d'ailleurs très bien compris et très bien exprimé dans votre propos liminaire. Et ça ne l'est pas le cas qu'à CNews. C'est le cas dans d'autres antennes. On a en tête les récentes révélations sur le fonctionnement de BFM, et les changements d'actionnaires à l'œuvre aujourd'hui font porter de graves inquiétudes. Comment faire quand on n'a jamais exercé ces métiers-là, été dans la fabrication directe d'une chaîne de télévision ou d'un média d'information, pour avoir véritablement un avis, je dirais, solide? Deuxième point, pouvez-vous nous donner votre définition de la liberté d'expression, souvent promue par certains à l'extrême droite et au-delà de l'Atlantique comme étant la liberté de dire tout et n'importe quoi, y compris des propos qui s'opposent à la loi. Quelle est votre définition de la liberté d'expression, qui est fondamentale pour l'exercice démocratique? Et enfin, je voudrais vous interroger sur votre sentiment des conditions à réunir pour que l'audiovisuel public soit réellement indépendant, et le reste. Les projets à l'étude promettent de réduire à une seule personne, finalement, les fonctions exécutives de toutes les entreprises publiques de l'audiovisuel. Pour ma part, je considère que mettre toutes les responsabilités sur une seule personne, un président exécutif, est lourde menace pour l'indépendance, car par définition, exercer des pressions sur une personne est bien plus simple que d'exercer des pressions sur plusieurs entreprises. Quel est votre point de vue sur cette question qui nous préoccupe ici beaucoup à l'Assemblée nationale, au vu du souhait répété de la ministre et d'autres d'aller vers une gouvernance rapprochée qui, à mon sens, est extrêmement grave et lourde de menaces pour l'indépendance de l'audiovisuel public? Merci. Je vous remercie. Pour les démocrates, Erwan Balanan. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Lalex. Vous avez insisté sur votre engagement passionné dans ce secteur. Je pense que c'est un premier bon point, et ça répondra peut-être à la question de Monsieur Caron sur l'importance d'avoir une personnalité. Mais moi, je vais retenir autre chose de votre parcours. C'est votre expertise et votre compétence. Vous nous l'avez décrit, vous cochez toutes les cases pour ce poste et pour l'exercer avec talent. Je vois un intérêt très particulier à votre parcours, c'est votre extrême bonne connaissance du monde numérique. J'ai eu la chance de travailler avec vous justement sur la taxe streaming que nous avons réussi à mettre en place. Et cette taxe streaming, dans le travail que nous avons mené, j'ai vu votre connaissance, du secteur de la musique, et évidemment c'est logique vu votre parcours, mais aussi du secteur du numérique, et votre très bonne connaissance du numérique, je pense, est un atout dans la configuration nouvelle des médias qui arrivent. Moi, je ne vais pas avoir de questions précises à vous poser, parce que d'ailleurs, je note qu'un certain nombre de questions sont des questions politiques. Et je ne crois pas que ce soit le sens de cette audition. On n'a pas besoin la personne qui est à l'Arcom n'a pas à répondre à des questions politiques. Elle a à répondre à des questions techniques par rapport à la loi qui est définie par nous, les politiques. Et donc, moi, je voulais plutôt avoir votre sentiment sur, et ça rejoindra peut-être la question de ma collègue PS, sur les questions du numérique, et comment l'Arcom peut être force de proposition pour améliorer la protection des mineurs, mais aussi améliorer la protection d'un certain nombre de majeurs sur les questions du numérique, parce que nous le voyons, ce monde a besoin d'être régulé pour respecter nos standards démocratiques. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe Horizon et Indépendants avec Isabelle Roche. Merci Madame la Présidente. Merci à vous Monsieur Lalex pour votre présentation
qui nous permet d'en savoir plus sur votre parcours et sur votre vision concernant le rôle de l'ARCOM, rôle que le législateur a à de nombreuses reprises conforté, et ça a été rappelé ce matin. Vos expériences dans le secteur audiovisuel sont nombreuses et elles permettent surtout d'entrevoir les problématiques de différents points de vue, faire, contrôler, réguler, piloter et conseiller. Et à cet égard, le groupe Horizon soutient pleinement votre candidature et se prononcera en sa faveur. Cependant, à la lecture de vos engagements et de votre expérience, je souhaite vous interroger sur des points précis, et mon collègue a dit effectivement que c'était des points techniques et pas forcément politiques, dont je sais qu'ils sont partagés par un grand nombre ici et dans notre société en général. Et le premier concerne votre vision de la pluralité des médias et les outils de régulation dont nous disposons pour la défendre. Le deuxième, qui y est lié, concerne la diversité des contenus. L'ARCOM a pour mission de contribuer à la cohésion sociale et à la juste représentation de la société française. Et à l'heure de la fragmentation des audiences, quel regard portez-vous sur le paysage audiovisuel en matière de diversité ? Et aussi, à l'heure du DSA et du DMA, comment mieux nous doter d'outils pour aller voir sous le capot des algorithmes et nous assurer de ne pas conforter nos concitoyens dans toutes sortes de bulles étanches les unes aux autres, à commencer par les bulles informationnelles. La directive SMA et ses transpositions nationales ont permis d'intégrer les plateformes de streaming à l'écosystème de la création. Quel bilan tirez-vous de la mise en œuvre de cette réglementation et pensez-vous utile de la faire évoluer ? Et je terminerai par une dernière question. Et dans le monde actuel, avec l'annonce de Trump et ses 500 milliards sur l'IA, sur un plan sur l'IA, on voit que cette question pourra avoir toute son importance. Comment, selon vous, le développement de l'IA, et notamment l'IA générative, impacte le travail du législateur ? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant au groupe LIOT avec Joël Bruno. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Lalex, je vais être assez bref. D'abord pour vous dire que, compte tenu de votre parcours et j'allais dire de vos états de service, nous serons en soutien à votre candidature. Mais je voulais profiter de cette occasion, au-delà de ça, pour finalement vous poser une question plus générale qui n'est pas que technique, en ce sens que je ne peux pas m'empêcher de penser que face à l'ubérisation de l'information, la multiplicité des supports, l'explosion des canaux qui participent à exprimer les opinions diverses de notre démocratie, enfin pour le moment, elle s'en est encore une, comment percevez-vous ce défi fantastique, finalement, de garantir un pluralisme d'opinion pour chacun de ces supports d'information ou, en définitive, ne faudrait-il pas se concentrer sur une pluralité, justement, des différents supports, en partant de ce constat qu'on peut, de la même façon qu'on a une presse d'opinion, qu'on pourrait aussi avoir un audiovisuel d'opinion, dès lors qu'évidemment les différentes opinions au travers de différents supports sont garanties. Je vous remercie. Est-ce que M. Maillot est prêt ? Non, d'accord, très bien. On va passer donc au groupe UDR avec Bartholomé Lenoir. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lalex, vous n'êtes pas sans savoir que l'ARCOM a été cette année sous le feu des projecteurs lié à la décision de mettre fin à la diffusion de C8. Je ne souhaite pas vous interroger sur le fond du dossier, mais plus sur la forme. Ma question est simple. Pensez-vous qu'il soit fondé que 9 personnes puissent décider pour des millions ? Enfin, sur un autre sujet, j'aimerais avoir votre avis sur le dossier X, Twitter. C'est un sujet qui nous sépare à l'Assemblée nationale. Il me semble important d'avoir clairement votre vision. Pensez-vous qu'il faille réguler X ou Twitter ? Parce qu'en réalité, dans le propos liminaire de M. Grégoire ou les expressions de certains députés, on entend plus les mots de régulation, de gendarme, mais plus jamais les mots de liberté. La mission première de l'ARCOM est pourtant de garantir la liberté. La garantie du pluralisme est juste si elle passe par la liberté de chacun. Mais ne pensez-vous pas que cette même recherche de pluralisme est devenue une arme contre cette liberté ? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons donc maintenant au groupe GDR avec Frédéric Maillot. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ces derniers jours, nous avons assisté à une croissance d'ingérence et des propriétaires des grandes plateformes numériques dans les débats publics européens. En effet, le patron de X a utilisé sa popularité sur son réseau pour promouvoir la candidature
de l'actuel président des États-Unis d'Amérique, allemand, aux prochaines élections aussi, et les élections législatives. Défendre des prises de position impérialistes de Donald Trump ou encore décrédibiliser des dirigeants étrangers. Mark Zuckerberg, propriétaire de Meta, a déclaré qu'il mettrait fin à la politique du fact-checking sur ses réseaux pour faire face à la politique de censure européenne et chinoise. La sphère médiatique est colonisée par des porte-paroles de l'extrême droite qui déclarent sans complexe leur position à toute politique de lutte contre la désinformation ou la haine en ligne. Alors que ce tournant réactionnaire sur les réseaux sociaux risque d'avoir des conséquences également au niveau européen, comment le régulateur peut-il renforcer ses missions au service de la liberté d'expression et de la protection du public? Merci à vous. Je vous remercie. Nous allons donc passer maintenant à vos réponses, Monsieur Lalex, pour une quinzaine de minutes. Merci Madame la Présidente et merci à toutes et tous pour ces questions. Alors je vais tâcher d'y répondre de manière thématique en essayant par la suite de vérifier que je n'ai pas oublié certaines des questions. Je vais peut-être commencer par le sujet qui a mobilisé en tout cas qui a suscité le plus de questions, qui est la question de la régulation du numérique, puisque vous l'évoquiez à l'instant, Monsieur Maillot, Monsieur Balanant y faisait également référence, Monsieur le député Bruno également, et donc je vais tâcher d'y répondre. Je crois que c'était également un sujet important de l'introduction de Monsieur le rapporteur, donc je vais tâcher de faire une réponse thématique sur ce sujet. Alors, moi, je comprends parfaitement l'émotion qu'ont pu susciter les déclarations fracassantes des propriétaires de plusieurs réseaux sociaux. Je crois qu'il faut que nous distinguions deux situations différentes. L'expression individuelle de certaines personnalités, dont des propriétaires de réseaux sociaux, qui, bien sûr, s'inscrivent dans le cadre fondamental, et Madame Taillé-Polion m'interrogeait sur ma conception de la liberté d'expression, c'est celle de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, et c'est un élément fondamental des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, l'expression individuelle s'inscrit dans cette liberté, mais comme vous le savez, cette liberté est bornée. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas tenir de propos racistes, antisémites, d'inciter à la haine. Et donc ces propos individuels, dans la sphère numérique comme dans la sphère, j'allais dire, dans la vie courante, doivent faire l'objet de poursuites et de condamnations. Personne n'est au-dessus des lois, même s'il s'exprime via un réseau social. Et puis, il y a le deuxième sujet, qui est la question des réseaux sociaux en tant que système de propagation, d'amplification d'un certain nombre de thématiques. Eh bien, ces systèmes, aujourd'hui, à l'échelle de l'Union européenne, sont régulés par le DSA. Et cette régulation, non seulement elle constitue une première à l'échelle européenne, mais elle constitue une première à l'échelle du monde. C'est la première fois qu'on responsabilise ces plateformes, qu'on leur demande d'identifier des risques en matière de désinformation, d'incitation à la haine, d'ingérence étrangère, et qu'on leur demande d'apporter la démonstration de l'efficacité de leur système et de leur protection pour prévenir ces risques. Et donc, vous l'avez noté, un certain nombre de plateformes ont fait des déclarations sur l'allègement des mesures de modération, sur la fin d'initiatives dans le domaine de la vérification des faits. Eh bien, ces plateformes vont devoir rendre des comptes à la Commission européenne et expliquer comment ces nouvelles politiques, si elles sont mises en œuvre, eh bien, vont néanmoins s'inscrire dans le respect de leurs engagements. Et je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois comprendre que certaines de ces annonces valaient pour le territoire américain, mais ne seraient pas suivies d'effet à l'échelle de l'Union européenne. Donc nous avons aujourd'hui, avec le DSA, les moyens d'agir. Grâce au Parlement et grâce à la loi SREN, eh bien, l'ARCOM est désormais coordinateur pour la France et à l'échelle européenne des plateformes numériques. L'ARCOM va porter à la connaissance de la Commission un certain nombre de faits et j'ai confiance dans le fait que ce système devrait nous permettre, bien sûr, d'éviter les dérives. Et en tout cas, si ces dérives étaient constatées, eh bien, elles entraîneraient des sanctions. Donc, je crois qu'il faut que nous ayons confiance
dans notre liberté d'expression et dans notre capacité à réagir et à prendre des mesures si cette liberté d'expression est exercée de manière abusive. Donc ça, c'est un premier élément sur la question de la régulation des plateformes. Deuxième élément qui est revenu très régulièrement dans les interventions, qu'il s'agisse de M. Caron, de Mme Taillé-Polian, dans les propos, bien sûr, de la présidente et du rapporteur, au fond, sur la question du pluralisme. Comment faire en sorte que le pluralisme, à la fois sur les antennes, ce qu'on appelle le pluralisme interne, dans le paysage, le pluralisme externe, soit assuré au mieux. J'ai le sentiment qu'en réalité, on évoque trois sujets différents. Il y a d'abord, effectivement, ce qu'on appelle le pluralisme interne, le fait que sur des antennes, des thématiques, des sujets puissent être abordés avec des points de vue différents et des points de vue contradictoires. J'ai entendu dans vos questions l'expression d'une insatisfaction quant au contrôle ou à la réalité de ce pluralisme sur un certain nombre d'antennes. Et donc, vous le savez, la décision du Conseil d'État du 13 février dernier et la délibération de l'ARCOM du 17 juillet dernier, qui est une conséquence de cette décision, change totalement le paradigme, puisque jusqu'à présent, ce pluralisme était uniquement mesuré à l'aune du temps de parole des personnalités politiques. Désormais, l'ARCOM va apprécier dans l'ensemble des programmes, et pas uniquement dans l'expression des personnalités politiques, s'il n'y a pas de déséquilibre manifeste et durable des traitements. Donc c'est une régulation systémique, mais c'est une régulation puissante. Il va bien sûr falloir la mettre en œuvre, cette régulation, et donc c'est tout le rôle qui sera celui du collège, et nous verrons dans la mise en œuvre de cette régulation si les textes actuels sont suffisants. Et il est clair que le législateur pourrait souhaiter préciser, encadrer mieux le contrôle de ce pluralisme interne. Si c'est le cas, l'ARCOM se tiendra bien sûr à disposition pour communiquer les éléments et faire progresser ce débat. Mais en tout état de cause, s'agissant du pluralisme interne, on voit bien que cette décision du Conseil d'État et cette délibération de l'ARCOM changent totalement la donne et la manière d'appréhender ce sujet. La deuxième question, c'est la question du pluralisme externe. Et effectivement, monsieur le rapporteur, vous m'avez interrogé sur le caractère dépassé de certaines de nos normes. Monsieur Ballard y faisait également référence. Nous avons un dispositif anti-concentration qui effectivement a été imaginé à une époque où le paysage était beaucoup moins divers et qui aujourd'hui s'inscrit et se limite aux chaînes hertziennes. Donc on constate que ce paysage, que ce dispositif est en quelque sorte désuet, qu'il ne permet pas d'appréhender l'intégralité des médias, il ne permet pas d'avoir une vision plurimédia, qu'il est circonscrit aux chaînes hertziennes alors qu'on vient de parler de l'influence des réseaux sociaux, et donc il faut réviser ce dispositif anti-concentration. C'est d'ailleurs une des propositions très fortes des États généraux de l'information, qui propose d'appréhender, alors c'est un terme un peu technique, mais de manière holistique, c'est-à-dire en prenant en considération l'ensemble des médias et leur influence réelle, cette question des concentrations, et donc en appréhendant l'ensemble des actifs qui sont détenus par un investisseur. C'est une piste de réflexion qui mérite d'être creusée. La ministre de la Culture a annoncé qu'il y aurait une suite législative à ces États généraux de l'information, et donc cette question devrait pouvoir être creusée par le Parlement. Troisième point qui me paraissait essentiel et qui, au fond, fait l'articulation entre les deux, entre le pluralisme interne et le pluralisme externe, c'est l'indépendance des rédactions et la défense du travail des journalistes vis-à-vis d'éventuelles ingérences. Là aussi, les États généraux de l'information font des propositions, me semble-t-il, intéressantes à creuser. La loi Bloch, que j'évoquais tout à l'heure, a créé des comités d'éthique. Ces comités d'éthique, semble-t-il, ne sont pas suffisamment mobilisés. L'ARCOM en a d'ailleurs tiré les conséquences, puisque dans les conventions qui ont été signées avec les chaînes après l'attribution des 15 fréquences, eh bien, la visibilité de ces comités d'éthique, tant sur les sites des chaînes que dans les émissions, va être augmentée. Et les chaînes vont avoir
l'obligation d'accroître cette visibilité, mais il faut peut-être aller plus loin. Et là encore, dans les suites des États généraux de l'information, le législateur pourra tout à fait approfondir ce point et, le cas échéant, confier des missions et des prérogatives supplémentaires à l'Arcom. Autre point très important qui a été soulevé dans l'intervention de Madame la Présidente et également dans le propos de Monsieur Ballard, la question de l'avenir des radios et de la souveraineté de nos éditeurs nationaux de radio. La radio, c'est le média de la confiance pour nos concitoyens. Plus de 40 millions d'entre eux l'écoutent chaque jour. C'est un média du lien social. On évoquait les radios locales. Nous avons un paysage de plus de 1100 antennes, radio dans notre pays, en métropole et en outre-mer, des radios locales au grand réseau en passant par le service public. Et donc, la radio joue un rôle fondamental dans la cohésion sociale et la diversité culturelle de notre pays. Mais c'est effectivement un média qui doit opérer une mue digitale parce qu'il est percuté par l'évolution des usages. Et il y a, me semble-t-il, deux enjeux. Tirer le meilleur profit possible de la diffusion numérique, l'IP radio ou les web radios, qui offrent des contenus supplémentaires avec le podcast et les contenus à la demande, mais ne pas tomber dans une forme de dépendance vis-à-vis de ces diffusions et donc conserver la maîtrise, conserver la souveraineté de la diffusion de la radio. Et il n'y a pas, je vous le dis très sincèrement, 36 solutions. L'avenir de cette souveraineté, c'est le déploiement du DAB+, qui est une nouvelle technologie de diffusion. Alors, ce DAB+, aujourd'hui, couvre à peu près 65% de la population, mais moins d'un quart de nos concitoyens sont équipés d'un appareil permettant de réceptionner ce DAB+. Donc, la première des préoccupations, et c'est d'ailleurs, Madame la Présidente, une des recommandations fortes du livre blanc de l'Arcom, c'est de provoquer une forme de mobilisation générale des professionnels, les éditeurs de services, les fabricants, les distributeurs, le Parlement, le gouvernement et le régulateur, pour accélérer la notoriété, la mise en avant de ces services du DAB. Le livre blanc préconise également un certain nombre d'aménagements pour créer des conditions plus favorables à l'économie des radios, puisque, je l'évoquais, ces radios perdent de l'audience, perdent des recettes publicitaires et ont des coûts de diffusion qui augmentent du fait de la double diffusion. Donc, parmi ces pistes, le livre blanc évoque l'aménagement des règles en matière de publicité, en visant spécifiquement la question des mentions légales. Ce sont des mentions qui répondent à des objectifs de politique publique qu'on comprend totalement, qui sont très importants, mais qui deviennent inopérants dans la mesure où, au fond, certains secteurs entiers de l'économie se retirent du média radio, considérant que ces publicités n'atteignent plus les objectifs. Donc c'est un sujet qui pourrait être effectivement exploré. Le deuxième élément évoqué par le livre blanc, c'est l'aménagement des quotas radio. Alors, sur ce point, moi, je veux être extrêmement prudent parce que, vous le savez, ces quotas radio constituent le seul outil de régulation de la diffusion de musique. Il n'y a pas d'autre cadre de régulation de la diffusion de la musique. Ces quotas ont démontré leur efficacité par le passé. Ils ont largement contribué à faire émerger une nouvelle scène française et francophone. Il est totalement logique d'interroger ces cadres législatifs ou réglementaires, mais à mon sens, pour le faire, il faut réussir à mettre autour de la table les opérateurs des radios et ceux de la musique, qui ont mutuellement besoin les uns des autres, et le régulateur, avec le Centre national de la musique d'ailleurs, doit pouvoir jouer ce rôle de médiation et le faire notamment sur la base d'études qui, à mon avis, permettront d'objectiver la question. Et puis, dernière recommandation qui me paraît très utile du livre blanc, c'est l'optimisation du déploiement des fréquences, l'optimisation du plan de fréquence du DAB, pour faire en sorte que ces fréquences retrouvent un schéma que les radios connaissaient avec la FM et qui était favorable notamment à leur activité publicitaire. Et je voudrais terminer sur ce propos pour répondre à M. Brun qui m'interrogeait sur les radios locales. Il est clair que le DAB ne couvre pas tout le territoire. Il est malheureusement certain que certaines communes et certains territoires demain pourraient ne pas être
couverte si elle n'était pas aidée, en quelque sorte, financièrement à assurer par elle-même la couverture et les investissements permettant cette couverture, il paraît indispensable de prendre ce chemin. Il n'est pas imaginable que certains de nos concitoyens soient privés demain de l'accès à la radio. Donc si un jour les progrès du DAB nous permettent de basculer et donc d'arrêter la FM, eh bien il faudra que chacun de nos concitoyens puisse y avoir accès. Donc c'est un sujet majeur. En tout cas, il faudra veiller que cette fracture n'existe pas et que toutes les mesures puissent être prises pour l'éviter. Je voulais vous répondre également, Madame la Présidente, sur la question de l'exposition des mineurs à la pornographie. Vous évoquiez un chiffre tout à fait inquiétant tout à l'heure. Je vous en livre un autre qui l'est encore plus et qui est extrait des études de l'ARCOM. À partir de 12 ans, un jeune garçon sur deux est exposé à la pornographie au moins 1 heure par mois. Je crois que ces données nous permettent de prendre la mesure de ce phénomène et donc exposé à la pornographie, exposé à une représentation de la sexualité très souvent violente et dégradante. Et donc, on comprend bien que cette situation doit cesser et qu'il faut accélérer sur ce sujet. Alors, l'ARCOM, bien sûr, n'est pas du tout inactive, vous le savez. Des procédures ont été engagées à l'encontre des principales plateformes concernées, qui ont toutes introduit tout un tas de recours, dont certains sont clairement dilatoires. Les procédures sont en cours et on peut espérer qu'elles aboutissent à des condamnations. Mais depuis lors, le Parlement a renforcé les compétences de l'ARCOM à faveur de la loi SREN, avec effectivement la publication de ce référentiel technique sur l'identification de l'âge des internautes ayant accès à ces contenus. Et c'est une modification majeure, puisque depuis ce mois de janvier 2020, eh bien, aucune de ces plateformes ne pourra se cacher derrière d'éventuelles difficultés techniques, et que l'ARCOM sera en capacité d'initier des procédures de mise en demeure et, le cas échéant, de sanctions. Je voudrais, sur ce point, juste ajouter 2 choses. C'est qu'il ne faut absolument rien lâcher de la lutte contre les dérives de ces plateformes, mais, à mon sens, il faudrait également pouvoir mieux responsabiliser les fabricants, les systèmes d'exploitation, les navigateurs Internet, pour permettre aux parents d'avoir la main sur ces contenus. Alors, il y a des dispositifs qui existent, mais tout ceci, aujourd'hui, est assez à la main et laissé au libre cours des entreprises. De même, comme il n'y a pas d'harmonisation communautaire de cette question d'identification et de l'âge d'accès aux sites pornographiques, eh bien, souvent, les sites peuvent s'en prévaloir pour introduire des recours et faire obstacle aux procédures de sanctions. Donc, il ne serait pas illogique que, là aussi, on aille vers plus d'harmonisation à l'échelle communautaire. J'ai été interrogé également par monsieur le rapporteur, madame la députée Taillé-Polian et monsieur Ballard sur la question de l'avenir de l'audiovisuel public. Donc, je le disais tout à l'heure, l'audiovisuel public représente 30% des audiences. Il exerce aujourd'hui des missions absolument essentielles en matière d'information et malheureusement, le cyclone Chido a été l'occasion de mesurer à quel point les journalistes, les techniciens et les salariés de France Télévisions avaient été utiles à nos compatriotes de Mayotte. Le service public est le premier financeur de la création dans notre pays, plus d'1 demi-milliard d'euros par an au service de la création. Et le service public assure en clair et gratuitement l'accès à des événements, des grands événements qu'aucun autre diffuseur ne pourrait intégralement diffuser gratuitement en clair. Je pense au Tour de France, mais également aux Jeux Olympiques. Et donc, c'est un élément fondamental de ce paysage. Pour qu'il continue à effectuer ses missions, eh bien, il faut, ce service public, qu'il soit financé pour le faire. Et donc, je dois dire, le Parlement a veillé, avec la loi organique du 13 décembre dernier, à garantir l'indépendance de cette modalité de financement. Après, il y a la question, il y a les modalités, puis il y a le montant du financement. Et donc ça, c'est bien évidemment le rôle du Parlement dans le cadre du PLF. Je rappelle que
le règlement européen sur l'indépendance des médias prévoit que les médias de service public doivent être bien sûr financés de manière indépendante, mais aussi de manière cohérente avec leur mission et de manière prévisible. Alors, ça, c'est le financement. Ensuite, il y a la question des efforts en matière d'organisation, de structure, que doit mener l'audiovisuel public. Il faut faire des efforts. Il faut mettre en commun des moyens pour pouvoir investir dans la technologie, utiliser l'intelligence artificielle générative, pour pouvoir investir dans les contenus, pour renforcer la présence des journalistes sur le terrain, notamment à l'échelle internationale. Et donc il faut mettre les moyens en commun. Je crois que ce constat fait consensus. Après, comment le faire ? C'est au Parlement de le décider. Il ne m'appartient pas de porter un jugement sur une modalité ou une autre. Je constate que le service public a déjà engagé des efforts considérables, création de France Info, création sous la marque ici d'une offre locale commune, mais que probablement il est besoin de passer à un stade un peu supérieur d'intégration de la décision pour que ces synergies progressent. Néanmoins, et je veux répondre à la députée Taillé-Polian, synergie, mise en commun de moyens, bien sûr, mais il ne faut pas, en tout cas, il faut être très attentif à ce que ce mouvement de rapprochement s'inscrive dans le respect de l'identité des antennes. L'identité des antennes du service public, c'est le contrat de confiance entre le public et les organismes de l'audiovisuel public. Et donc, il faut respecter l'identité de ces antennes, il faut respecter l'identité des métiers. Le métier radio obéit à des logiques de production qui diffèrent du métier télé, et donc il faut être respectueux de ces équilibres. Et enfin, je le dis avec beaucoup de gravité, la question de l'avenir de l'audiovisuel extérieur est un sujet majeur. Dans le monde dans lequel nous vivons, l'audiovisuel extérieur joue un rôle fondamental, justement en faveur de la liberté d'expression, en faveur de la qualité de l'information dans le monde, et donc il ne faudrait pas que ces mouvements fragilisent l'audiovisuel extérieur. Voilà pour l'essentiel des questions. Alors après, j'ai peut-être en quelques mots, puisque j'ai été interrogé par la députée Taillé-Polian, également par Monsieur Caron sur mon expertise ou mon profil. Donc, je ne suis pas journaliste, je le confesse bien volontiers. Néanmoins, j'ai consacré quasiment l'intégralité de ma vie professionnelle à défendre nos entreprises culturelles, à défendre nos médias de service public et nos médias privés, et à défendre la liberté des journalistes et la protection de leur travail. Je citais tout à l'heure la loi de 2016, la loi Bloch, dont la matrice était de protéger le travail des journalistes. Et je le dis également, la défense de la souveraineté de nos médias, le rééquilibrage, la correction des asymétries avec le numérique nécessite bien évidemment une appréhension des enjeux économiques, des enjeux de régulation et des enjeux de concurrence entre ces médias. Et donc, humblement, je pense pouvoir être utile au collège de ce point de vue. Alors, je vous remercie, Monsieur Lalex. De toute façon, là, nous avons aussi des questions de 1 minute. Donc, vous aurez aussi, je pense, la possibilité de répondre globalement ensuite. Nous passons donc maintenant aux questions des commissaires, avec, pour le Rassemblement national et pour une question de 1 minute, Monsieur Bruno Clavet. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lalex, vous êtes ici aujourd'hui parce que la Présidente de l'Assemblée nationale a proposé votre nomination à l'ARCOM en tant que membre. Il est donc essentiel que nous puissions connaître votre vision de l'action de cette autorité. Pour cela, permettez-moi de vous soumettre 2 cas concrets qui auraient dû relever du contrôle de l'ARCOM. Le 21 novembre 2024, sur France 2, l'émission Complément d'enquête a donné la parole à Elias Ginzalen, un individu fiché S pour son appartenance à des mouvances radicales. Pendant de longues minutes, et ce, à une heure de grande écoute, il a pu dérouler son discours anti-France et développer ses thèses basées sur la charia. Puis, le 24 novembre 2024, sur France 5, le politologue Nejib Sissid Moussa a tenu des propos extrêmement durs à l'encontre de Boualem Sansal, sans être contredit par l'animateur de l'émission. Ces 2 séquences ont été diffusées sur des chaînes du service public qui sont, rappelons-le, financées par les impôts des Français. Alors voici ma question qui, j'espère, obtiendra une réponse claire. En tant que membre de l'ARCOM, quelle serait votre décision face à ces 2 cas précis que je viens de citer? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Bertrand Sor. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lalex, je tiens à vous remercier pour votre présentation claire et précise.
Je souhaite vous interroger sur la place des plateformes numériques et celle des réseaux sociaux, qui sont des vecteurs d'accès à l'information importants et qui dominent de plus en plus la diffusion des contenus audiovisuels. Un des défis complexes mais essentiels de l'Arcom est la protection des publics les plus vulnérables. Je pense évidemment au cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, ce qui est un fléau contre lequel nous devons tous lutter, car les ravages auprès des jeunes sont tellement importants. L'accès facilité à des contenus violents ou inappropriés est aujourd'hui tellement simple que l'addiction, malheureusement, se confirme chez beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Aussi, Monsieur Lalex, face aux défis majeurs et complexes que représente la multiplication des plateformes numériques, comment envisagez-vous personnellement la régulation de ces nouveaux espaces, tout en préservant la liberté d'expression et en protégeant efficacement les plus jeunes comme les plus vulnérables? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à Ali Diwara. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Lalex, l'Arcom joue un rôle clé dans la supervision des plateformes en ligne, notamment en matière de lutte contre la manipulation de l'information et la propagation des discours de haine. Depuis le rachat de Twitter, désormais X, Elon Musk a multiplié les déclarations suprémacistes. Cette posture a contribué à une montée en puissance des discours d'extrême droite sur la plateforme, notamment en minimisant les efforts de lutte contre la désinformation et en laissant plus de place à des contenus racistes et xénophobes. Dans ce contexte, une question clé se pose. L'Arcom met-elle réellement les moyens d'imposer une régulation efficace face à des plateformes dont les dirigeants défient ouvertement les règles françaises et européennes? La montée exacerbée et non moins raciste de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, facilitée par une moindre, si ce n'est une absence complice de modération via des algorithmes favorisant la viralité des contenus polémiques, interroge directement le rôle de l'Arcom à contrôler et à maintenir un équilibre entre régulation et respect des libertés fondamentales. Dès lors, comment l'Arcom réagit face à ces dérives et aux discours de haine observés particulièrement sur X depuis son rachat? Par la même occasion, comment envisagez-vous le contrôle de ces plateformes pour garantir une régulation plus efficace et équilibrée, tout en préservant la liberté d'expression des utilisateurs? Merci. Je vous remercie. Nous passons à Éric Liégeon. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Lalex, je souhaite vous interroger sur le traitement médiatique de certains sujets écologiques qui, par la manière dont ils sont abordés, tendent à stigmatiser le monde agricole. Certains médias, y compris sur les supports numériques, relayant les positions d'associations ou de collectifs, adoptent en effet des angles de traitement qui, au nom de la défense des enjeux environnementaux, caricaturent le monde agricole, alimentant un phénomène d'agribashing. Ces biais participent au mal-être croissant de nombreux agriculteurs. Si vous êtes confirmé dans vos fonctions et dans un contexte où le monde agricole traverse une crise sans précédent, comment comptez-vous agir pour garantir un traitement de l'information plus juste et plus équilibré sur ces sujets afin de ne pas nuire au monde agricole? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lalex, je voudrais connaître votre avis sur la régulation de CNews. L'Arcom a enfin supprimé la fréquence de C8. Pourquoi pas celle de CNews? Personne ne pourra nier que l'information n'est plus qu'un vague arrière-plan et qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'une chaîne d'opinion qui, de surcroît, et à de si nombreuses reprises, s'est rendu responsable de dérapages contraires à la Convention qui la relie à l'Arcom et lui autorise la diffusion sur la TNT. Est-il nécessaire de rappeler la cinquantaine de sanctions prises contre C8 et CNews en 12 ans, avec une accélération de la tendance l'an dernier, entre fausses informations, malhonnêteté, manque de rigueur, dénigrement, propos discriminatoires ou climato-sceptiques, insultes? Toutes les cases sont cochées pour lister le manque absolu et constant de respect des obligations conventionnelles. Donc vous connaissiez ma question, Monsieur Lalex, je la répète. Malgré les mises en garde, mises en demeure et amendes, que pensez-vous du fait d'avoir renouvelé l'autorisation de diffusion de cette chaîne qui déforme plus qu'elle n'informe? Je vous remercie. Violette Spilbou, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Monsieur Lalex, l'éducation aux médias et à l'information est aujourd'hui un levier indispensable pour renforcer l'esprit critique, lutter contre la désinformation et préparer nos citoyens, en particulier les plus jeunes, à naviguer dans un environnement numérique complexe. Depuis plusieurs années, l'Arcom agit efficacement en ce domaine avec un champ d'action sur l'éducation critique aux médias. Si vous êtes nommé, comment comptez-vous renforcer ces initiatives déjà engagées par l'Arcom? Quelles seraient vos priorités pour garantir que ces outils soient réellement accessibles, efficaces et notamment sur le domaine de la presse et des médias et en particulier dans la période de commémoration des attentats de 2015 sur le sujet des caricatures et des dessins de presse à l'école? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Virginie Duby-Muller.
Merci Madame la Présidente. Je voulais vous interroger également sur la proposition de loi visant à réformer l'audiovisuel public dont vous avez parlé. Sans préjuger de votre propre avis, l'ancienne ministre de la Culture, Madame Audrey Azoulay, dont vous aviez été le conseiller audiovisuel, s'était exprimée contre un tel projet. Donc quel est votre avis, et en particulier sur l'intégration de France Médias Monde ? Je poursuis avec une question relative aux quotas radio. L'ARCOM a publié en juin 2024 le livre blanc de la radio, dans lequel il se fait le porte-parole des radios pour recommander une adaptation législative du dispositif des quotas radio sans aucune concertation de la filière musicale. Les arguments avancés relatifs à l'évolution de l'offre radiophonique et de l'émergence des acteurs de streaming sont présentés sans contrepoint. Vous connaissez très bien l'écosystème musical et l'enjeu que représente ce dispositif d'exposition des nouveaux talents et nouvelles productions francophones. De quelle manière entendez-vous rééquilibrer les forces en présence sur ce sujet conflictuel entre les parties prenantes ? Merci. Oui, je vous remercie. Nous avons donc maintenant terminé. Monsieur Lalex va tenter de répondre à toutes les questions. Si vous avez, si vous voulez lever la main, si une question n'a pas été répondue et que cela vous inquiète, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie. Monsieur Lalex, c'est donc à vous. Madame Piron, une question de dernière minute. Madame Piron, allez-y. Oui, excusez-moi, je pense avoir été inscrite. Bien que ma question ressemble un petit peu à celle de Bertrand Sor, je voulais insister sur la mission donc, de régulation du numérique et savoir ce que Monsieur Lalex avait en tête ou pouvait envisager sur la protection des mineurs par rapport à la pornographie ou aux algorithmes trop addictifs pour les jeunes. Merci beaucoup. Bien, cette fois-ci, c'est bon. Très bien. Donc, Monsieur Lalex, quand vous voulez. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les députés. Alors, je vais là aussi tâcher de vous répondre de manière thématique, puisque au fond, dans les interventions de Bruno Clavet, monsieur le député, qui m'interrogeait sur des cas spécifiques de programmes ou dans les questions posées par monsieur Dioura sur d'autres programmes. Au fond, derrière ces questions, ou encore monsieur Éric Liégeon qui m'interrogeait sur la question du traitement de l'information sur la transition écologique en lien avec la ruralité, toutes ces questions renvoient à la question du pluralisme. Comment s'assurer du respect du pluralisme sur les antennes. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, la décision du Conseil d'État du 13 février dernier et la délibération de l'ARCOM du 17 juillet changent totalement le paradigme de l'appréciation de ce pluralisme et désormais donnent à l'autorité les moyens d'apprécier ce pluralisme au-delà du seul temps de parole des personnalités politiques. Je précise qu'il ne s'agit pas d'aller ficher les personnes qui s'expriment sur les antennes. Il ne s'agit pas de procéder à un contrôle minute par minute, programme par programme. Il s'agit de s'assurer si l'éditeur, si la chaîne ne se trouve pas dans une situation de déséquilibre manifeste et durable. Et donc, ce contrôle sera effectué sur les chaînes d'infos en continu tous les mois, sur une période de 3 mois pour les autres antennes. Et là, l'idée, c'est un peu comme sur la régulation des plateformes, c'est d'avoir une régulation systémique. C'est de s'assurer que eh bien, l'éditeur veille à l'équilibre des points de vue. Donc, pour prendre l'exemple que citait monsieur le député Liégeon, eh bien, sur cette question de la transition écologique, il faudra que les éditeurs eh bien, fassent en sorte que le sujet puisse être abordé par des points de vue contradictoires et par des points de vue pluriels sur cette question. Donc ça, c'est pour le sujet pluralisme. J'ai également été interrogé par le député Bertrand Sor et Madame Piron sur la question de la régulation du numérique, du cyberharcèlement, etc. Donc je l'évoquais tout à l'heure. La loi permet d'ores et déjà de lutter contre des propos
haineux, l'incitation à la violence, le harcèlement. Et donc, nous avons les armes juridiques pour pouvoir contrecarrer ces propos. Maintenant, avec le DSA, avec ce nouveau cadre réglementaire communautaire, s'ajoute une couche qui me paraît essentielle, qui est la régulation du réseau social ou de la plateforme en tant que système, c'est-à-dire en tant que machine à propager, favoriser la communication de ces informations. Et cette régulation responsabilise les plateformes. Ce sont aux plateformes d'identifier, d'informer la Commission et les régulateurs nationaux des mesures qui sont mises en œuvre par la plateforme ou par le réseau social pour lutter contre ces phénomènes. Et donc, il me semble que cette régulation nous permettra d'être plus efficaces. Et aucun pays au monde, en tout cas, ne s'est doté de règles aussi ambitieuses. Cette réponse me permet également de répondre à la question qui m'a été posée sur la question des algorithmes. Je crois que c'était par M. Diora. Les États généraux de l'information, de même que le règlement européen sur la liberté des médias, font état de la nécessité d'une plus grande transparence dans les algorithmes. Et je crois que cette proposition doit être explorée et que si le législateur s'en saisissait, bien sûr, l'ARCOM se tiendrait à sa disposition. Comprendre l'intention de l'algorithme, non pas connaître sa recette, mais en tout cas en comprendre l'intention, me paraît tout à fait fondamental. Je voulais, sur cette question du numérique, je ne vais pas répéter ce que je disais tout à l'heure sur la lutte contre la pornographie, mais je voulais quand même répondre à Madame la députée Hadi Zadeh sur le fait que ce qui vaut pour les sites pornographiques en termes d'identification de l'âge des internautes pourrait valoir pour les réseaux sociaux et pourrait valoir plus largement. Ça demande une harmonisation communautaire, mais c'est un sujet important. Ce qui me permet également de réagir à la question de Madame Spilbou sur l'éducation aux médias. C'est bien sûr un enjeu majeur. Il ne sert à rien de réguler si derrière nos concitoyens ne disposent pas des outils pour décrypter, comprendre les modes de production et de diffusion de l'information. L'ARCOM a publié récemment une étude sur le sujet. Étude qui montre qu'il y a un vrai engagement des éditeurs de médias traditionnels, si je puis dire, que la part des programmes dédiés à l'éducation aux médias a augmenté, que les opérations augmentent. Mais le rapport pointe un élément qui est très intéressant, c'est que ces opérations, ces actions en faveur de l'éducation aux médias sont destinées au public scolaire. Et en réalité, aujourd'hui, il faut envisager cette éducation aux médias de manière beaucoup plus large. Il y a des pans de notre population et certains de nos concitoyens, plus âgés que les publics scolaires, qui n'ont pas forcément les outils pour décrypter et comprendre les médias numériques. Et donc, il faut probablement renouveler notre approche dans ce domaine de l'éducation aux médias. Je voulais profiter quand même de ces prises de parole pour répondre, parce que je ne crois pas avoir répondu au député Aymeric Caron sur une question fondamentale qui est la question de l'indépendance de l'autorité. Alors, j'ai une lecture un peu différente des modalités de désignation des membres du collège qui sont, je le rappelle, désignés par 5 autorités indépendantes. Et il me semble que les modes de désignation, le fonctionnement collégial de l'autorité et, par ailleurs, le dispositif déontologique qui interdit aux membres du collège de travailler au terme de leur mission, mandat, dans ces secteurs, sont des éléments qui concourent à l'indépendance de l'institution. Et en tout état de cause, à titre personnel, je peux non seulement vous garantir, mais prendre l'engagement que, bien sûr, si vous m'accordiez votre confiance, eh bien, j'exercerai ces fonctions de membre du collège en totale indépendance. C'est le cas aujourd'hui dans mes fonctions de directeur général du CNM, et ce serait le cas demain si vous me permettiez de rejoindre le collège. Je crois avoir fait le tour des... Ah non, question, Madame Duby-Muller,
m'interrogeait sur 2 points très très importants. Sur la réforme de l'audiovisuel public, donc je l'évoquais tout à l'heure, il est clair que dans un contexte de médias global, avec la nécessité de renforcer les investissements du secteur audiovisuel dans tout un tas de domaines stratégiques, la technologie, les contenus, la projection extérieure, il est nécessaire de procéder à des rapprochements et de favoriser les synergies, a fortiori dans un contexte très contraint pour les finances publiques. Je disais tout à l'heure que ce processus doit néanmoins s'inscrire dans le respect de l'identité des antennes, doit néanmoins s'inscrire dans le respect des métiers et doit prendre en considération la question de l'avenir de France Médias Monde et de l'audiovisuel extérieur, dont la mission n'a jamais été aussi nécessaire, non seulement à la France, mais à nos partenaires dans le monde. Sur les quotas radio, j'y ai répondu. Les radios et le monde de la musique sont interdépendants. Les radios contribuent à créer du lien entre les œuvres, les artistes et les publics, et elles n'existeraient pas sans la production musicale. Donc, ma conviction profonde, c'est que les intérêts de ces 2 secteurs sont convergents et qu'il faut créer les conditions d'un dialogue entre ces 2 secteurs si nous voulons un jour faire évoluer ce dispositif. Bien, je vous remercie, Monsieur Lalex. Je crois que tout le monde a eu ses réponses. Monsieur Caron, allez-y, on vous écoute. Je vous remercie, Madame la Présidente, de me repasser la parole, parce que, Monsieur Lalex, vous aviez promis de répondre aux questions qu'on vous pose. Or vous n'avez répondu à aucune, j'ai bien aucune des 6 questions que je vous ai posées au nom de mon groupe. Alors évidemment, ce système d'une réponse globale à toutes les questions, une réponse groupée, ça vous permet d'écarter des questions avec lesquelles vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Mais je suis un petit peu inquiet si vous n'êtes pas à l'aise avec les questions simples que je vous ai posées. Je précise d'ailleurs que ce n'est pas des questions politiques, comme j'ai pu l'entendre, ou alors tout est politique, c'est des questions concrètes sur des cas précis. Soyez pas impatients, chers collègues. On se calme, et si vous pouvez être rapide, Monsieur Caron, ce serait parfait. Quelle impatience. Je repose donc les questions concrètes et je vous remercie de bien vouloir y répondre. Qu'est-ce que vous pensez du maintien de CNews sur la TNT gratuite ? Monsieur Caron, je pense qu'il a... Qu'est-ce que... Je pense que je peux parler. Merci beaucoup. Monsieur Caron, Monsieur Lalex a entendu vos questions une première fois. Je crois que ce n'est pas utile de les répéter. Maintenant, vous demandez une réponse. Il va s'exécuter ou pas, d'ailleurs. Alors, Madame la Présidente, j'ai un doute sur le fait qu'il les ait entendus, puisqu'il les a complètement négligés. On va lui demander. On va lui poser la question, Monsieur Caron. Il y a 6 questions. Alors, Monsieur Caron, je vais tâcher d'y répondre. Et si j'en oublie une, vous pourrez me la reposer. Donc, sur l'indépendance de l'Arcom en tant qu'autorité de régulation, je crois vous avoir répondu. Sur la décision qui a été prise lors de l'attribution des fréquences concernant la chaîne CNews. C'est une des 6 questions que vous m'avez adressées. Donc, je vous réponds aussi franchement que peut le faire quelqu'un qui n'était pas dans l'institution et qui n'avait pas les informations qui ont bien sûr conduit à cette décision. Ce qui m'importe pour l'avenir, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est au fond, je parlais de changement de paradigme, ce sont les nouveaux outils dont l'autorité dispose désormais pour apprécier cette question du pluralisme. Et le faire pour telle chaîne d'information continue ou pour telle chaîne généraliste, de manière totalement équitable, transparente et bien sûr dans la défense du pluralisme et de l'intérêt du public. Vous m'avez interrogé sur mon profil aussi, je crois vous avoir répondu. Et pour le reste, vous m'avez interrogé également sur la concentration, sur les questions de je vous laisse alors pardon si je n'ai pas été assez attentif. Oui, Madame la Présidente, donc on oublie certaines questions, je les rappelle, donc les autres. Qu'est-ce que vous pensez du traitement qui a été fait sur les... Franchement, cette intolérance est insupportable, collègues. Chers collègues, on va se calmer. On va se calmer. Je crois que mon rôle est de présider. Donc ce sera ma décision et pas la vôtre, s'il vous plaît. Merci.
Ouais, c'est ça. Mesdames et messieurs, si vous voulez qu'on puisse aller qu'il est voter un possible moment, faut arrêter. Faut arrêter de discuter surtout. Bien. Alors, si je peux me permettre, puisque je préside, je vais prendre une décision. Monsieur Caron a le droit de reposer une question, une seule. Et Monsieur Lenoir aussi, parce qu'il attend une réponse. Et ensuite, on s'arrête là. Je vous remercie. Allez-y, Monsieur Caron, une question. Merci, Madame la Présidente, même si vous me soumettez à un choix cornélien, puisque j'en ai plusieurs qui n'ont pas été traités. Alors, plouf plouf. Est-ce que vous pensez que le traitement du génocide en cours à Gaza depuis 15 mois, par les télés et les radios françaises, a été un traitement satisfaisant et équilibré? Et les hommes du détail, on se calme. Monsieur Lenoir, si vous voulez reposer aussi votre question ou l'affiner, et ensuite on s'arrête là. L'affiner très simplement, j'avais demandé à savoir si 9 personnes peuvent décider pour des millions. Je pense que cette question, compte tenu du fait que nous avons des censeurs à l'extrême gauche type Émeric Caron qui veut censurer CNews, je demande si l'ARCOM a les épaules pour maintenir CNews en France. Je vous remercie. Bien, je vous remercie. Monsieur le rapporteur avait une petite intervention à faire. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Un élément qui est à la fois une remarque et une question. S'il y a 9 personnes qui décident pour la régulation, c'est parce que le législateur l'a décidé. Si vous n'êtes pas d'accord, on y travaille collectivement. Mais c'est nous, la représentation nationale, qui avons décidé ça. Et la deuxième chose, c'est face aux questions très précises qui sont adressées aux candidats. C'est assez éloigné de la conception que je me fais du rôle d'une autorité indépendante. Et je le dis parce qu'il ne faudrait pas qu'à travers nos débats, et ils sont libres, on est souverain, chacun dit ce qu'il veut, il ne faudrait pas que nous attentions au principe même de l'indépendance de cette autorité, dont j'ai redit dans mon propos introductif qu'il était l'élément principal de la garantie que devait nous apporter le candidat dans le futur de ses missions. Bien, donc je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Lalex. Est-ce que je peux avoir la réponse à ma question, comme vous me l'avez proposé, Madame la Présidente? Je crois que je crois qu'on va s'arrêter là. Et Monsieur Lalex fait exactement ce qu'il veut, en fait. Vous n'allez pas forcer au débat si on ne veut pas débattre. Ah, vous avez raison. Voilà. Je prends note du fait qu'effectivement, il y a évitement des questions. Je viens de faire une formulation de phrase. On peut dans ce cas-là s'interroger sur l'intérêt de ces auditions. Je vais répéter ma phrase. Monsieur Lalex, vous pouvez répondre, pas répondre, et je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie, Monsieur Lalex. Madame la Présidente, je vais apporter une ultime réponse qui sera au fond un peu la répétition de ce que je disais tout à l'heure, et monsieur le rapporteur l'a parfaitement résumé. L'autorité exerce ses missions dans le cadre que le législateur a fixé. Dans les décisions qu'elle a eu à prendre, elle s'est bien évidemment conformée à ce cadre. Et pour moi, ce qui compte, c'est bien évidemment l'avenir. Et l'avenir, c'est cette nouvelle manière d'appréhender le pluralisme. Et c'est donc sur ce sujet-là que je voulais terminer en vous disant que je serai bien sûr très engagé dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre. Bien, nous allons maintenant laisser Monsieur Lalex partir et nous le remercions chaleureusement d'avoir joué le jeu des questions et des réponses pour passer au vote. Donc ne partez pas s'il vous plaît, chers collègues.
Voilà. Donc, proclamation des résultats. Nombre de votants, 60. Nombre de bulletins blancs, nuls ou abstentions, 5. Suffrages exprimés, 55. La majorité des 3/5 est de 33. Pour, 34. Contre, 21. En conséquence, la commission donne un avis favorable à la nomination de Romain Lalex par la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet. Je vous remercie. On fait 5 minutes de pause. Attention, mesdames et messieurs, dans 5 minutes, il faut revenir. Il y a encore un vote important pour la vice-présidence.